élargi l'étendue de notre programme pour inclure les lubrifiants, les préservatifs et les aiguilles d'injection de drogue. De même, des tests qui ont permis à certaines personnes qui hésitent d'aller dans des services, dans des centres de services de santé, de recevoir ces outils. Nous avons de même, avec nos partenaires, adopté plusieurs actions, par exemple la sauvegarde de la confidentialité des populations clés en introduisant et en améliorant l'utilisation du code de l'utilisateur ou de l'identifiant, surtout dans le cadre des organisations non gouvernementales. La confidentialité et la protection des données est assurée. Les bénéficiaires peuvent accéder aux services sans révéler leur statut. Et sans révéler des informations personnelles, ils sont encouragés donc à avoir accès à ces services. Nous avons de même des réseaux de personnes qui sont des personnes envers lesquelles les populations clés ont beaucoup d'estime. Donc, essayez de travailler avec le programme national pour améliorer l'accès aux services à travers des lettres officielles et des cartes d'identification. Ces cartes et ces lettres sont protégées et protège donc ces personnes qui fournissent les services en public et ceci à son tour permet de sécuriser les bénéficiaires. Nous avons de même des exemples de personnes ayant fait le plaidoyer parmi le service de police. Nous avons négocié avec des départements de distribution de ces outils. Et c'est pour cette raison que nous travaillons avec nos partenaires techniques pour répéter le même exemple dans d'autres gouvernorats et à grande échelle. Nous avons de même pu, avec l'OMS, nous avons pu donc assurer des données concernant la violence, la discrimination contre les populations clés et de telles preuves peuvent améliorer la qualité des programmes. Mis à part les subventions du Fonds mondial, le PNUD et l'ONU-SIDA ont analysé l'impact des législations égyptiennes sur l'accès aux services en tant que feuille de route pour les réformes législatives. En ce qui concerne la dernière subvention du GC7, nous sommes engagés à assurer des modules de sécurité, un renforcement de capacité concernant la confidentialité des informations en ligne pour pouvoir créer des groupes de soutien qui pourraient représenter des plateformes sûres pour que les populations clés puissent partager leurs témoignages et la discrimination à laquelle ils font face dans ces centres de santé. En conclusion, je répète qu'au sein du PNUD, nous sommes convaincus du fait que la santé est un droit de l'homme et personne ne doit être renié d'avoir accès à ce service en raison de son statut. Nous voulons que ces services soient inclusifs et soient disponibles à tous en Égypte. Nous devons saisir cette opportunité pour travailler ensemble, échanger les informations et avoir accès et réaliser donc l'accès de tous à ces services.
Nous products traversons that you are une situation facing exceptionnelle. and Nous time avons des coupes saving budgétaires. activities should be Il y kept a within the beaucoup grant. d'activités qui Advocacy, sauvent les vies, awareness on qui doivent être discrimination préservées. is Les also activités sur crucial la to be kept stigmatisation et la and reprioritized discrimination within our sont des grant. activités cruciales. Cruciales, ce sont des Now, priorités after hearing from you, pour nos NDP, subventions. Après we'll avoir go to donné the la parole Global au Funds PNUD, nous with passons au Matteo. Fonds mondial. Nous donnons la Matteo parole à Casolata is Matteo, the Matteo Public Health Casolata, HIV/AIDS qui specialist, est experienced in the spécialiste design, en santé publique, implementation, notamment le monitoring, and VIH. evaluation Il of est programs expert for en and with évaluation des AIDS. programmes He pour et currently avec works at les Global Funds populations in the clés. Il Community travaille Health avec le and Fonds Gender Department mondial. as Key Euh, euh, Populations il Technical travaille Advisor. notamment en tant que Matteo, I conseiller think you can auprès des share your populations screen. clés. Je You have vais a donner la parole à presentation. Matteo. Matteo Yes, va thank partager you. son Let me écran. Il a see déjà if I préparé can une présentation. share it like this. If not, I'll try a different way. Let me know when it is visible, if it's in mode, hopefully. Yes, it is visible. If you can put it on presentation mode, it will be, yes, thank you very much. All right, great. Well, thank you very much, Talene. And really, Merci it's a Taline, pleasure merci to tout be le with monde. you J'ai le all plaisir today. d'être avec And vous for the next 10, 15 aujourd'hui. minutes, we'll Euh, be Durant les 10 ou 15 minutes, maintenant, nous allons voir comment nous pouvons renforcer la sécurité dans les programmes adressés aux populations clés, notamment dans la région MOA, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Avant de rentrer dans les détails de ce sujet, et tout comme on vient d'entendre, il est très important de voir le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de renforcer la sécurité dans les programmes euh, concernant les populations clés? Nous savons qu'il y a des croyances sociales, culturelles, religieuses qui sous-tendent les comportements des populations. Et voilà pourquoi on remarque qu'il y a beaucoup de violations des droits humains, de la discrimination, des cas de violence également. Cet environnement complique la vie des populations clés, notamment pour ce qui est de l'accès aux services, les services dont ces populations clés ont besoin. Nous avons déjà entendu parler de la peur, combien de membres de la population, des communautés ont peur d'accéder aux services, au traitement, de peur d'être stigmatisés, bien sûr, et d'être victimes de discrimination. Euh, je pense qu'il est très important également de comprendre les différents programmes des populations clés. Dans beaucoup de pays, ces programmes sont financés par des partenariats du Fonds mondial et d'autres, donc bailleurs de fonds extérieurs ou étrangers. Et comme ces bailleurs de fonds ont des cibles, des objectifs très euh, très ambitieux, on voit que cela a une répercussion sur les programmes euh, en tant que tels. Donc voilà pourquoi. Et il est très important pour le bailleur de fonds d'avoir cette visibilité, mais en même temps, il est très important d'avoir euh, mieux de visibilité. Au fait, davantage de visibilité veut dire qu'il y aura davantage d'attention de la part des médias, des leaders religieux et politiques et des communautés en tant que telles. Cela peut mener à des accusations. Donc, les programmes destinés aux populations clés doivent être accusés peut-être de comportements illégaux, de servir des agendas euh, et plusieurs ordres du jour étrangers. Et cela, donc, rend les risques auxquels les populations clés sont exposées encore plus grands. Donc, les risques deviennent encore plus grands. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que nous avons cette responsabilité de penser à la sécurité. Il est très important d'intégrer des mesures de sécurité dans les programmes que nous sommes en train d'appliquer. Voilà pour ce qui est des programmes des droits humains et des interventions sécuritaires ou concernant la sécurité dans les programmes adressés aux populations clés. Donc,
Vous pouvez voir ici cet arbre qui montre le lien donc, que nous avons tout d'abord entre les différentes composantes. Il y a tout d'abord la racine, donc il y a la criminalisation, les normes relatives au genre, les croyances religieuses et culturelles, la stigmatisation, l'ignorance, la colère, la peur. Voilà la base de cet arbre. Voilà les racines de l'arbre et cela sous-tend tout ce qui se passe sur les branches et sur les feuilles. Donc, nous remarquons que tout cela mène à des violences physiques, à des cas de détention, à des cas de vandalisation. Cela peut ruiner également la réputation, cela peut mener à des cas de chantage. En tout cas, voilà la relation entre les racines et entre les branches. Alors que les programmes qui attaque aux droits humains, donc les programmes visant à renforcer les droits humains, à combler les failles en matière de droits humains, doivent s'attaquer aux causes, aux racines des problèmes, aux causes qui sous-tendent tous ces problèmes. Voilà également une autre diapo qui vous aide à comprendre la relation entre les violations des droits humains et le fait de surveiller et d'avoir des systèmes de riposte, la relation également avec la représentation légale, la relation également avec le fait de couvrir les coûts, notamment les frais des tribunaux, de l'accès à la justice. Et voilà comment nous revenons à cette case, donc en rouge, comment donc, il est important de soutenir également euh, les personnes qui peuvent présenter cette aide légale. Donc, les programmes des droits humains sont intrinsèquement liés, si nous pouvons le dire, aux populations clés. Et cela est à la base de la vie des populations clés. Voilà pourquoi les interventions sécuritaires doivent prendre en considération tous ces aspects. Un autre point important, voilà l'impact donc, et les différentes répercussions des défis sécuritaires sur notamment les employés et les bénévoles, sur les organisations qui sont en train de mettre en œuvre les activités sur les programmes. Donc, nous remarquons qu'il y a plusieurs impacts sur les employés, les bénévoles, les organisations et les programmes. Il y a tout d'abord pour les employés et les bénévoles la traumatisation. Il se peut qu'il y ait également des risques physiques. Ces personnes-là peuvent perdre leur emploi, peuvent perdre leur propriété, leur maison. Ces personnes-là peuvent devenir victimes de harcèlement, de civilisation, peuvent être isolées et leur mouvement peut être également limité. Ces personnes devront peut-être quitter l'endroit dans lequel elles se trouvent pour devenir en sécurité. Il y a également un impact sur la santé mentale. Voilà, donc toutes les répercussions sur les employés et les bénévoles. Il y a également plusieurs impacts, des répercussions sur les organisateurs qui sont en train d'assurer ou de mettre en œuvre ces activités. Tout d'abord, il se peut qu'il y ait une perte de propriété ou des équipements, une perte des données. Il se peut également qu'il n'y ait pas assez de rétention, de rétention des employés. Il se peut également qu'il y ait des ressources qui doivent être allouées et réallouées donc d'une façon différente. Il se peut qu'il y ait également une réputation qui sera tarnie. Peut-être cela pourra mener à la perte de partenariat. Les organisations auront peut-être à fermer leurs portes également si cela se poursuit. Si nous passons également au programme relatif aux populations clés au niveau national et bien sûr au-delà, il se peut qu'il y ait un manque de domaine, il se peut qu'il y ait confiance, notamment de la part des utilisateurs des services. Il se peut qu'il y ait une interruption des services, également une interruption ou une suspension
des services. Il se peut qu'il y ait également des livraisons de services qui seront plutôt restreints ou peut-être réduits. Il se peut qu'il y ait un manque également de suivi et cela mènera à des impacts, à des résultats moins importants. Voilà les différents impacts relatifs aux défis sécuritaires sur les employés et les bénévoles, d'une part, sur les organisations qui sont en train de mettre en œuvre les activités, d'autre part, et sur les programmes également. Tout cela, en fin de compte, aura un impact sur les populations clés elles-mêmes. Nous allons voir maintenant quelles sont les solutions possibles, comment est-ce que nous pouvons nous attaquer à ces défis. Faute de temps, je vais être bref. Voilà les trois étapes pour ceux qui sont en train de travailler sur le renforcement de la sécurité. Tout d'abord, adopter des moyens plus sûrs pour le travail. Nous devons nous rappeler toujours que la sécurité doit être prise en compte selon le contexte. Donc, il est très important de prendre en considération chaque contexte pour savoir quelles sont les interventions à mettre en œuvre. Ceci dit, nous avons remarqué que toutes ces interventions peuvent s'inscrire dans le cadre de trois grandes catégories, vert, jaune et rouge. Merdad avait parlé au début du fait d'être préparé. Donc, de penser à l'avance afin d'être bien préparé. Cela passe tout d'abord par le fait d'adopter des moyens plus sûrs pour le travail. Par exemple, développer et adopter donc développer et adopter des stratégies de sécurité et des procédures opérationnelles standardisées pour renforcer la sécurité. Il faut qu'il y ait également au moins deux personnes et plus qui travaillent ensemble. Le collègue du PNUD a parlé de la collaboration avec le NAP, le National AIDS Program, le programme donc national concernant le VIH/SIDA et comment est-ce que combien il est bien sûr euh, il est important également d'avoir un système pour enregistrer et analyser tous les incidents sécuritaires. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un registre concernant ces données peut nous aider à comprendre mieux comment euh, les situations seront à l'avenir. Donc, lorsqu'on conçoit des programmes destinés aux populations clés à l'avenir, il est très important de prendre en considération euh, tous ces détails relatifs à la sécurité. Il est très important d'avoir donc une donnée dans nos archives afin de pouvoir consulter ces données, notamment les incidents sécuritaires, les préoccupations, pour pouvoir développer les programmes à l'avenir en prenant en considération toutes ces préoccupations. Nous passons maintenant à la case jaune, notamment le fait d'investir dans les équipements sécuritaires et dans l'infrastructure en général et les services relatifs à la sécurité, les équipements, les infrastructures et les services relatifs à la sécurité. En général, les bureaux doivent être plus sécurisés, les programmes également. Donc, il est important, bien sûr, d'avoir des alarmes, des barrières peut-être, des serrures bien fermées, le local, d'avoir également un personnel qui pourrait nous aider pour ce qui est de la sécurité, avoir un chiffrement de bout en bout et des données chiffrées. Donc, cela est relatif à l'équipement technologique. Il est important également d'avoir des logiciels de gestion des appareils mobiles. Il faut qu'il y ait également un accès libre aux spécialistes, aux experts en santé mentale. Donc, toutes ces mesures sont des mesures à prendre afin d'investir dans l'équipement, l'infrastructure et les services euh, relatifs à la sécurité.
Il est très important que tout le personnel, que toutes les personnes qui travaillent avec vous se sentent en sécurité pour pouvoir poursuivre leur travail. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme Mobile Device Management Software, ce logiciel pour la gestion des appareils mobiles. Ce sont comme des appareils qui vous aident, qui vous permettent donc de gérer à distance les données. Par exemple, si je ne suis pas au bureau, je peux utiliser mon téléphone en toute sécurité et sûreté pour pouvoir accéder à certaines données. Si par exemple mon téléphone est volé, euh, toute personne travaillant dans le département technique, donc informatique et technique au bureau, peut directement fermer ou chiffrer les données pour que personne n'ait accès aux données que j'ai déjà enregistrées sur mon téléphone mobile, par exemple. Autre question importante, c'est la case rouge, les mécanismes de riposte d'urgence. Par exemple, avoir des protocoles de riposte, des scénarios, avoir des simulations dans nos institutions pour voir comment nous pouvons réagir si tel ou tel risque a lieu. Il est très important donc également d'avoir comme un arbre d'urgence pour les appels téléphoniques. Donc, si, par exemple, j'ai un problème à ce niveau, j'appelle qui exactement? Donc, avoir comme certain organigramme pour savoir qui contacter en cas d'urgence. Le soutien légal également, quelque chose de très important. Si nous avons, par exemple, besoin de soutien légal. Autre chose importante, le fonds d'urgence interne pour l'atténuation immédiate des risques et pour assurer la sécurité des travailleurs, des employés plutôt, qui sont en danger, avoir également des traitements d'urgence pour les cas de traumatisation, un soutien pour la santé mentale, entre autres. Il est important également d'identifier les alliés possibles et de tisser des liens avec ces alliés afin de pouvoir accéder à l'aide lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui est des types de stratégies sécuritaires et des types d'interventions également relatifs à la sécurité, on remarque ici qu'il y a une combinaison des trois types d'interventions en rouge, en vert et en jaune. Des formations, des infrastructures sécuritaires, investir dans la santé mentale, les plans de riposte rapide, le chiffrement des données, les fonds d'urgence, le fait d'avoir des alliés, former les employés, avoir une personne, donc un point focal pour la sécurité, avoir des contacts d'avocats. Donc voilà en général les différentes stratégies et les interventions de sécurité. 10 conseils sur cette diapo afin que vos programmes destinés aux populations clés soient plus sécurisés et plus sûrs. Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas vraiment d'une seule solution à tous les problèmes. Il est important de revenir à cet organigramme et voir ce qui peut vous être utile et comment adapter cet organigramme. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une routine de sécurité. Deuxièmement, il faut enregistrer et discuter les incidents sécuritaires. Il faut également avoir un point focal pour la sécurité. Il faut former également les employés sur les questions relatives à la sécurité. Il est également important de gérer les informations publiques et privées, avoir des alliés et développer un plan de riposte rapide. Voilà les 6 conseils que j'ai à vous donner pour que vous puissiez adapter vos programmes pour qu'ils soient plus résilients, si nous pouvons le dire, aux risques sécuritaires. Il est important de développer des protocoles spécifiques et des systèmes spécifiques. Je reprends donc avoir des routines de sécurité, enregistrer et discuter les incidents de sécurité, avoir un point focal et une formation pour les employés, gérer quatrièmement les informations publiques et privées. Nous devons toujours être conscients du fait que certaines informations peuvent mettre à risque les services et même les employés. Donc, il est très important d'avoir également des alliés au sein des institutions publiques et privées, développer également un plan de riposte rapide au cas où
nous en avons besoin. Je vais parler maintenant des ressources clés. Tout d'abord, avec l'aide de USAID, Aman Security Toolkit a été développé. Cela comprend trois outils. Tout d'abord, une révision des facteurs contextuels. Nous avons également ici des détails des défis, des propositions également de pratiques. Il y a également une liste de vérification une liste de vérification et des instructions sur la façon de laquelle cette liste de vérification peut aider ceux qui sont en train de mettre en œuvre les programmes de VIH et qui travaillent notamment dans la région Moan afin de pouvoir travailler de façon plus réceptive à cet aspect sécuritaire. Troisièmement, une bibliographie à noter, une liste des ressources comprenant les politiques, les formations, les lignes directrices développées ou mises en œuvre dans la région Moan. Dernière ressource, donc Security Toolkit. 5 outils différents pour faciliter l'incorporation de l'aspect sécuritaire dans les programmes. Donc, voilà les 5 outils. Tout d'abord, donc comme un logiciel pour enregistrer les incidents sécuritaires pour s'assurer que les programmes ont un registre clair, bien sûr, qui définit les risques, entre autres. Avoir une liste de vérification pour les stratégies également relatives à la sécurité, améliorer la compréhension des programmes, les points forts, les points faibles. Troisièmement, évaluer également les menaces. Quatrièmement, avoir un plan de sécurité, un plan de sécurité. Cinquièmement, notamment conseil à ceux qui sont en train de mettre en œuvre les programmes du Fonds mondial, les subventions du Fonds mondial. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore une fois et je redonne la parole à Thalie. Merci. Merci Matteo pour cette liste détaillée de conseils, d'activités, d'actions à mettre en œuvre pour nous assurer de la sécurité des populations clés et des travailleurs, des employés sur les lignes de front. Durant les semaines à venir, MENA Learning Hub va développer de nouvelles ressources pour inclure toutes les informations que vous venez de présenter, outre bien sûr les outils et les liens vers les outils qui sont essentiels. Nous donnons la parole maintenant à SIDC pour partager leur expérience. SIDC au Liban a travaillé afin d'adopter et d'adapter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des bénéficiaires, de l'organisation et des employés. Merci Taline, merci tout le monde pour ces débats très riches, pour ces discussions très riches. Je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint, mais je vais partager avec vous toutes nos activités partant de notre expérience sur le terrain. SIDC est en train de coordonner le travail de l'ANA, Lebanese AIDS Network Association, pour les dernières années. Nous avons eu également l'opportunité de développer nos compétences, notre structure de compétences dans la sécurité et la protection, dont nous sommes en train que nous sommes en train de mentionner aujourd'hui. Au début, nous avons commencé à travailler sur le travail de sensibilisation et sur la réduction
des risques en général. Nous avons commencé à travailler au Liban en 2000 et nous avons alors commencé à penser à la façon de laquelle nous pouvons nous assurer que la mise en œuvre de ces programmes sur le terrain était sûre et sécurisée pour les éducateurs pairs et pour toutes les équipes, outre bien sûr l'organisation en tant que telle. Voilà pourquoi nous avons adopté à travers les années plusieurs politiques, plusieurs stratégies afin de réduire les risques, afin de mettre l'accent davantage sur la protection, sur l'importance de la protection de tous les membres de l'équipe. Nous avons développé ce travail. Nous avons également profité des expériences qui nous entourent. Maintenant, lorsque nous parlons de la sécurité et de la sûreté de la protection, nous pouvons vous parler tout d'abord de la documentation, documenter tous les incidents sécuritaires, documenter tout type de violation associée directement à la sécurité, à la protection, non seulement des bénévoles et des bénéficiaires, en fait, mais également des employés et des éducateurs pairs avec lesquels nous travaillons, notamment ceux qui travaillent dans les activités relatives au VIH et la réduction des risques. Tout d'abord, donc voilà, nous sommes en train également de travailler sur la collecte de données et de preuves. Nous voyons comment les choses sont en train d'évoluer, s'il y a des risques, ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, nous soutenons la personne directement, donc la personne qui a été attaquée directement euh, et qui a souffert de cette menace sécuritaire. Nous assurons également les conseils aux équipes. Nous donnons des conseils sur la façon de laquelle les personnes peuvent se protéger et protéger les autres. Nous tentons de comprendre ce qui s'est passé et nous assurons que cette préoccupation, que cet incident sécuritaire ne va pas se répéter et que cela ne va pas avoir de répercussions sur les bénéficiaires eux-mêmes. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de l'organisation en tant que telle, pour ce qui est de la sécurité, de la santé et de la protection, mais également des bénéficiaires, des éducateurs pairs, des personnes sur la ligne de front et des personnes appartenant à l'organisation en général. Voilà pourquoi, lorsque nous développons des manuels pour pour la protection et la sécurité ou des lignes directrices, nous nous assurons de la protection de tous ces groupes que je viens de mentionner. Si jamais un incident a lieu, nous soutenons la personne concernée. Nous utilisons cet incident, afin de développer un message de plaidoyer à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres tactiques, d'autres méthodes. Et nous utilisons beaucoup de méthodes, non pas seulement les réseaux sociaux. Parfois, nous avons recours aux médias à travers donc nos employés, mais à travers également d'autres organisations. Ensemble, nous partageons ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé, afin d'amplifier notre voix et de lever la voix ensemble. Il est important que non seulement une seule organisation parle de ces incidents, mais qu'il y ait ce consortium d'organisations qui parlent des différents incidents qui donc rencontrés. Nous avons déjà, par exemple, organisé une conférence de presse durant laquelle nous avons partagé notre déclaration et ce sont ces méthodes qui se sont avérées être très réussies parce que cela protège SIDC, la façon de laquelle nous sommes en train de travailler, et cela protège également les autres organisations avec lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous, en outre, travaillons avec toutes les entités dans ce domaine. Deuxièmement, pour ce qui est des résultats tangibles, notamment pour la sécurité et la protection, partant de notre expérience. Tout d'abord, pour ce qui est de la sécurité physique, nous pouvons donner beaucoup d'exemples de mesures prises par SIDC et par d'autres membres de l'ANA et d'autres organisations appartenant à l'ANA. Renforcement des capacités, tout d'abord. Je vais
commencer tout d'abord par la sécurité physique. Nous avons développé les systèmes au sein des organisations, donc développé des politiques, des formations de formateurs pour les employés et pour les éducateurs pairs. Tout cela a été développé avec d'autres organisations. Et les organisations ont développé également leurs propres politiques, des politiques relatives à la sécurité, à la sûreté physique, sécurité et la sûreté des données également et des personnes. Pour la sécurité physique, par exemple, des caméras ont été installées, des serrures euh, et ce qui est encore plus important, c'est de savoir comment protéger les dossiers, les données, avoir un système de chiffrement, avoir comme des clouds pour les informations, avoir des backups et des lignes de soutien et d'aide dans différentes organisations. Voilà quelques exemples sur lesquels nous avons travaillé. À un autre niveau, nous avons commencé à penser à la protection des êtres humains, des personnes, notamment ceux qui travaillent sur ligne de front, les membres de l'organisation, et ainsi protéger également l'organisation en tant que telle, le bâtiment, le travail et les programmes de l'organisation. Je suis en train de parler de cela parce que partant de notre expérience, de la façon de laquelle nous surmontons ces obstacles, nous donc retenons les messages, les leçons et nous développons les mesures partant de ces leçons. Nous travaillons par exemple parfois avec nos partenaires, avec les ministères, nous sensibilisons à l'importance de cette question sécuritaire. Nous avons des formations de formateurs pour les éducateurs pairs et pour les personnes qui travaillent sur les lignes de front. Nous cherchons également à transmettre ces messages relatifs à la sécurité aux bénéficiaires, donc aux populations avec lesquelles nous travaillons. Travailler sur les formations de formateurs, envoyer des messages en ligne, notamment en temps de crise, lors de la pandémie de COVID, en temps de crise et de guerre. Nous avons transmis tous les messages électroniquement en ligne et même nous avons des unités mobiles qui ont transmis les messages. Par exemple, si vous avez fait face à des problèmes relatifs à tel ou tel, s'il vous plaît, assurez-vous de nous envoyer vos plaintes et votre expérience, bien sûr. Cela est lié à la sécurité et la protection, accountability to affected populations, donc redevabilité pour les populations affectées aux clés. Cette redevabilité comprend une partie pour la protection et la sécurité. Ce qui est encore plus important à comprendre, Taline et chers collègues, c'est que lors des cas d'urgence, il est très important d'avoir un plan pour la sécurité et la sûreté, mais il est important également de développer la sécurité et la sûreté des services, des kits de réduction de risque, notamment également initier des lignes vertes, préparer les équipes à faire face aux cas d'urgence, aider les personnes à soutenir également les autres pairs. Nous avons pensé à beaucoup de modalités de travail, que ce soit en ligne ou hors ligne. Nous avons également pensé à la façon de laquelle nous pouvons également peut-être changer notre emplacement pour aller vers de lieux plus sûrs et plus sécurisés. Voilà quelques exemples de notre travail. Il y a également le FHI 360, le programme développé avec USAID. Ce matériel a été développé dans la région Moan avec la contribution de beaucoup de personnes qui sont présentes ici dans cet appel. Une évaluation a été développée, une évaluation a été effectuée donc pour le travail. Ils nous ont visités, nous avons partagé tout le matériel. Et voilà pourquoi ces documents que vous avez mentionnés tout à l'heure sont très importants. Nous pouvons utiliser toujours ces documents, ces outils jusqu'à ce jour. Ces outils ne comprennent pas la période de COVID parce que ce matériel a été développé en 2020, mais ce matériel inclut d'autres protocoles, non pas des protocoles pour la COVID, pour la pandémie de COVID, mais d'autres protocoles pour surmonter les risques sécuritaires et pour faire face également aux risques sécuritaires. Voilà, en général, toutes les idées que j'avais à partager avec vous. Permettez-moi de vous dire également une chose. Au fait,
J'étais en train de parler de la protection de l'organisation en tant que telle. Cela est très important. J'ai le plaisir de voir que Badr est avec nous parce que je sais que Badr a beaucoup souffert en Tunisie. Badr a été attaqué donc personnellement et voilà pourquoi je voudrais dire euh, que malgré tout, malgré tous les risques, il faut chercher à nous protéger en tant que personne et en tant qu'organisation. Euh, il y a un an à peu près, on m'a appelé pour une réunion à 3 reprises parce que nous avons des services qui sont destinés aux populations clés. Euh, c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir les protocoles, le fait d'avoir ces formations, tout cela est magnifique, tout cela est parfait, tout cela est très important. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir notre voie, de travailler davantage sur le plaidoyer avec différentes parties prenantes, avoir comme un backup, comme une protection, un plan B, si nous pouvons le dire, être bien protégé. Tout cela peut aider. Tout cela est très important, notamment lorsqu'il y a des soucis de sécurité et de protection, même au niveau du pays, non seulement au niveau d'une question assez spécifique. Donc, même dans les cas d'urgence, au niveau du pays, s'il y a un problème au niveau, disons, du genre ou d'un autre problème, SIDC travaille afin de développer euh, une loi contre la stigmatisation et la discrimination et nous allons également commencer à rencontrer les membres du Parlement afin d'effectuer le plaidoyer pour qu'une loi soit adoptée par le Parlement. Merci. J'espère que j'ai couvert toutes les questions que Taline avait voulu couvrir. Oui, vous avez couvert tout et vous avez parlé de l'expérience très riche de SIDC avec cette approche holistique et globale à la sécurité. La sécurité euh, euh, comprend l'accès aux services pour les populations clés, mais également la sécurité et la sûreté de toutes les personnes qui traversent en ligne de front et la sécurité et la sûreté de l'organisation. Je voudrais remercier Bader, co-président de Damage en Tunisie. Merci de parler de votre expérience et de tous les problèmes auxquels vous êtes en train de faire face en Tunisie. Badr, la parole est à vous. On ne vous entend pas, Badr. Vous allez devoir ouvrir votre micro. Salut tout le monde, je vais parler en arabe. Merci Taline, merci tout le monde. Je suis désolée, ma connexion euh, n'est pas trop fameuse. Merci d'avoir ouvert cet espace pour échanger les différentes expériences entre les populations clés qui sont affectées par le VIH. Je parle au nom de DAMJ, de l'association tunisienne pour l'égalité et la justice. Nous travaillons afin de renforcer la dignité des personnes appartenant aux populations clés. Nous orientons également les membres des populations clés vers les services relatifs au VIH. Nous travaillons sur la prévention, sur le diagnostic également et le transfert vers les services nécessaires. En Tunisie, nous avons des sanctions
des sanctions donc imposées aux personnes ayant des relations sexuelles, donc les personnes appartenant au même genre et ayant des relations sexuelles. 84 personnes ont déjà été arrêtées à cause de l'appartenance euh, et à leur identité du genre. Beaucoup de personnes également appartenant à la population clé ont été arrêtées. Beaucoup de populations, des membres de la population clé qui s'étaient exprimés sur les réseaux sociaux ont également été arrêtés. Au fait, ces personnes sont détenues dans des prisons non conformes à leur identité de genre. Cela les expose à des dangers physiques et à un danger mental également. Ces personnes sont parmi les populations clés les plus fragiles, les plus vulnérables. On a beaucoup de transmission également de cas de VIH en l'absence des soins de santé nécessaires, en l'absence également des services donc fournis à ces personnes-là. Ces membres des populations clés sont parmi les plus vulnérables. Le taux de transmission de VIH entre ces membres des populations clés est très élevé en l'absence des services sanitaires nécessaires, en l'absence également des services de soins de santé. Cela les expose à une violence physique, sexuelle et mentale. En octobre 2024, beaucoup de personnes ont considéré que les membres des populations clés doivent être anéantis. Le ministère de la Justice a même appelé à la poursuite en justice de toutes les personnes qui enfreignent les mœurs publiques. Cela a mené à davantage de violences à l'encontre des individus, des personnes, mais également des communautés. Dans beaucoup de cas, les policiers donc arrêtent les membres des populations qui est dans la rue. C'est des investigations, des enquêtes sont menées parce que les policiers trouvent avec ces personnes là des préservatifs par exemple ou d'autres outils de protection. Depuis la création de Damage, Damage a été attaqué directement. Beaucoup de bénévoles et beaucoup de personnes travaillant avec Damage ont souffert de violences et de violations. En 2022, les autorités ont détenu l'un des membres de Damage après avoir pris part à une réunion du syndicat et même l'une des coordinatrices a été poursuivie et elle a été menacée, harcelée à plusieurs reprises. En outre, les bureaux des membres de l'organisation ont été attaqués à plusieurs reprises. On a eu également beaucoup de cas de chantage. En 2018, la maison de l'un des membres également a été attaquée. Moi, personnellement, par exemple, j'ai été également attaquée. J'ai été tabassée, battue au centre-ville et cela, bien sûr, a causé beaucoup de violences physiques. L'année passée, une campagne sur Telegram a été lancée pour attaquer les personnes membres de l'organisation. Et c'est pour cette raison que nous avons fermé les portes de cette organisation pour un mois. Et seules les victimes ont été accusées par le juge, malheureusement, avec paiement d'amende de l'ordre de $100. Durant les derniers mois, nous avons remarqué des campagnes systématiques qui sèment cette tentative donc de parler avec beaucoup de haine à l'encontre de ces personnes. Les rapports que nous avons envoyés à l'ONU ont été considérés comme fausses. Il y a de même des pratiques de sécurité et de solidarité. Nous avons préparé des protocoles
et nous avons déterminé des centres sûrs pour une période temporaire. Nous avons coopéré avec certains médecins, avocats et partenaires pour nous aider à lutter contre le traumatisme. Nous avons assuré des services psychologiques, de soutien psychologique avec un calendrier de temps flexible et des lignes chaudes. Nous avons de même organisé des entraînements concernant la sécurité numérique. Nous nous sommes entretenus avec les rapporteurs internationaux et pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation, nous avons publié un guide pour le traitement des personnes vivant avec le VIH et les membres de la communauté LGBTQ. Merci. Merci beaucoup, Bader. Je peux vous assurer que lorsque Bader a partagé avec nous sa présentation, nous avons automatiquement eu peur pour lui, mais il a insisté en disant que malgré tout ce qu'il a vécu, le plaidoyer ne va pas s'arrêter et sa résilience ne va pas s'arrêter et il va continuer à hausser la voix de cette communauté pour plus de justice. Merci beaucoup, Bader. Merci, Taline. Maintenant, nous allons prendre vos questions et y répondre dans le but que l'environnement soit sécurisé pour tous, pour partager n'importe quel témoignage. Nous allons arrêter l'enregistrement. Donc, pour que cet espace soit plus sûr, je demande